Sasebo, sud-ouest du Japon. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette petite ville portuaire paisible, bordée de montagnes et de traditions séculaires. Nous sommes le 1er juin 2004, dans une école élémentaire comme tant d'autres. Les enfants dessinent, rient, se préparent pour le déjeuner. L'année scolaire touche à sa fin et rien ne semble pouvoir troubler cette matinée ordinaire. Et pourtant, à 12h20, dans une salle de classe vide, un drame se joue à huis clos. Quand la cloche retentit, 2 élèves ne répondent pas à l'appel. La surveillante s'inquiète et décide de lancer les recherches au sein même de l'établissement, car pas plus tard que ce matin, elles étaient toutes les deux présentes. Elle cherche pendant un bon quart d'heure, puis, arrivée à la dernière classe, elle pousse la porte et découvre l'impensable. L'une des 2 fillettes de 12 ans gît sur le sol, la gorge tranchée, baignant dans une mare de sang. Elle ne le sait pas encore, mais l'assassin, lui, est encore sur les lieux. Et ce n'est ni un inconnu, ni un adulte armé. Que s'est-il passé entre ces murs ? Qu'est-ce qui a fait qu'une petite fille de primaire a perdu la vie de manière si brutale ? Une dispute d'adolescents, un règlement de compte, une crise passagère ? Ou le signe d'un mal plus profond, plus glaçant encore ? Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des crimes les plus déroutants du Japon contemporain. Une affaire qui a bouleversé tout un pays et déclenché un débat national sur la violence juvénile. Vous écoutez une histoire vraie, terriblement vraie, et ce que vous allez entendre pourrait bien vous glacer le sang. Attention, certains passages risquent de heurter la sensibilité des auditeurs. Il n'est donc pas recommandé à un jeune public. Reprenons depuis le début. Tout commence à Sasebo. Cette petite ville côtière au sud du Japon s'étire le long de la mer intérieure, bercée par le murmure des bateaux de pêche et le chant monotone des cigales. Ici, entre les montagnes et les ports militaires, le temps semble avancer plus lentement qu'ailleurs. Dans les rues propres, bordées de maisons aux toits rouges, l'odeur du riz collant se mêle à celle des embruns. C'est le début de l'été 2004, une saison où les jours sont déjà lourds, mais où les enfants, eux, continuent de courir dans les cours d'école, insouciants. À l'école primaire d'Okubo, ce matin du 1er juin, les crayons glissent sur les cahiers. Les rires éclatent, montent par bouffées, s'écrasent contre les murs blancs avant de s'évanouir sous le ciel bleu. Dans la classe 2B, les élèves plient soigneusement leurs affaires. La cloche sonne. Des dizaines de petits sacs s'entrechoquent, des portes claquent. Les enfants dévalent les couloirs, laissant derrière eux un silence provisoire. Dans la salle 2B, pourtant, 2 silhouettes restent en arrière. Ce sont 2 jeunes filles, 2 amies. L'une va se lever pour refermer doucement la porte. La lumière extérieure filtre à travers les stores, découpant des bandes pâles sur le sol. Et puis, plus rien. Lorsque la surveillante passe à la cantine, elle remarque l'absence des 2 fillettes. C'est là qu'elle se lance à leur recherche. Au bout de quelques minutes, elle s'arrête devant la salle 2B, dans laquelle les jeunes filles et leurs camarades étudient. 12h25. Le couloir est désert. Derrière la porte entr'ouverte, l'odeur du sang s'impose, âcre, métallique, presque sucrée. Son cri jaillit, déchirant le calme moite de l'école. Et alors, l'insouciance de Sasebo s'éteint en un instant. Au centre de la salle, Satomi Mitare, 12 ans, repose sur le flanc, ses bras étendus devant elle, comme si elle avait tenté de ramper. À quelques pas de là, l'autre enfant tient encore un cutter entre ses doigts. Vous l'aurez compris, c'est elle qui vient de commettre ce crime odieux. La lame reflète faiblement la lumière blafarde du plafonnier. « Ce n'est pas mon sang, ce n'est pas moi !» La fillette, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, reste debout, les jambes raides, la tête légèrement inclinée, comme pour écouter un bruit imperceptible. Le cutter tombe de ses doigts. « Il faut appeler la police, vite !» Il est 12h40. La salle 2B est bouclée. La police locale arrive en trombe, leurs uniformes bleu marine saturant l'entrée de l'école. Ils examinent le corps et confirment la mort. Dehors, c'est le chaos. Les enseignants tentent de retenir les élèves, de calmer les parents qui commencent à affluer, alertés par des coups de téléphone précipités. Dans la salle des professeurs, l'air est devenu irrespirable. Dans une salle au fond du bâtiment, une fillette attend, assise sur une chaise en plastique blanc, coupable, comme si elle venait simplement de se crêper le chignon avec une amie. Un médecin scolaire entre pour examiner la petite. Il fouille dans sa trousse, s'approche pour ausculter la petite meurtrière. Bien sûr,
Elle ne manifeste aucune résistance, vraiment aucune. Pas de larmes, pas d'émotion visible, une coquille vide. Une vérité terrible est en train de s'imposer. La tueuse est une élève de 6e année. Elle aurait 11 ans à peine et son nom est Natsumi Tsuji. À ce stade, dehors, on l'appelle encore Fille A. Pas de nom dans la presse, pas de photo officielle, mais derrière l'anonymat judiciaire, un visage existe. Née en 1992, à Sasebo même, elle est la 2e fille d'une famille discrète. Son père est fonctionnaire, sa mère femme au foyer, attentive, aimante, parfois un peu trop exigeante sur la réussite scolaire. Elle grandit dans une maison simple, rien de plus ordinaire, sans luxe ostentatoire, où les règles sont claires et la politesse une seconde nature. À l'école, Natsumi Tsuji est une élève brillante. Elle décroche de bonnes notes, participe à toutes les activités, club de basketball, atelier d'art plastique, cours supplémentaires de mathématiques le samedi. On la décrit comme souriante, curieuse, parfois vive, parfois rêveuse. Une petite fille sans histoire, quoi, du moins en apparence. Ses professeurs notent chez elle une forme de perfectionnisme, un besoin viscéral de plaire, de ne jamais décevoir. Elle rend toujours ses devoirs avant la date limite. Ses cahiers sont impeccables, les titres soulignés en rouge, les marges respectées au millimètre. Même ses erreurs sont barrées avec élégance, comme si l'imperfection elle-même devait rester propre. Un jour, en cours de sciences, elle obtient 19 sur 20. Elle regarde la note inscrite en haut de la feuille, puis la corrige avec un crayon à papier pour qu'elle devienne un 20. Je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu un point. J'ai relu 3 fois l'exercice. Ce n'est pas de l'arrogance, non. C'est de la panique polie. Quand une de ses camarades la dépasse lors d'un test de mathématiques, elle ne dit rien. Elle rentre chez elle, s'enferme dans sa chambre, réécrit l'intégralité de l'épreuve sur une feuille neuve, ligne par ligne. Son père la surprend souvent à pleurer en silence devant sa calculatrice, mais quand il lui demande ce qu'il se passe, elle affirme que tout va bien. Lors des répétitions du spectacle de fin d'année, elle corrige les gestes des autres, ajuste les pas, apprend même les rôles des autres élèves par cœur. Elle répète jusqu'à l'épuisement, pas pour briller, mais pour ne pas échouer. Ses amis, eux, racontent que Natsumi pouvait changer d'humeur brusquement, rire complice une minute, regard froid l'instant d'après. Un jour, dans la cour, elle rit aux éclats parce qu'une de ses copines a trébuché dans le sable. 5 minutes plus tard, alors que cette même copine plaisante sur son sac à dos usé, son visage se ferme. Elle détourne la tête et ne répond plus. Natsumi est capable d'enlacer une amie avec chaleur un matin, de lui prêter son feutre préféré, puis de ne plus lui adresser la parole l'après-midi, sans raison apparente. La petite fille est décidément un drôle de personnage, comme on en voit dans les films d'horreur. C'est comme si quelque chose au fond d'elle prenait le contrôle, un mécanisme de défense plus fort que tout, un instinct ou un ego blessé, qui ne sait ni reculer, ni pardonner. C'est normal, vous me direz. Oui, mais pas quand on cherche à se venger avec un cutter. Les enquêteurs apprennent qu'à 11 ans, elle explore déjà les débuts d'Internet, un monde fascinant où l'anonymat donne du pouvoir. Sous un pseudonyme enfantin, elle discute avec ses camarades sur des forums scolaires. Des échanges innocents d'abord, puis plus acérés. Un jour, Satomi Mitare la critique. Erreur fatale. Rien qu'un mot, rien qu'un surnom cruel, grosse, lente. Une raillerie parmi d'autres dans une salle de classe, comme cela se passe tous les jours dans toutes les écoles du monde. Mais pas pour Natsumi. Pour elle, c'est une blessure qui ne cicatrisera pas. Et pour preuve, elle commence à se replier, à rester figée sur les humiliations perçues, à imaginer des scénarios où elle reprendrait le contrôle. Avec le temps, ses lectures changent. Au lieu de mangas d'aventure, elle s'intéresse à des récits plus sombres. Histoire de fantômes vengeurs, récits d'écoliers harcelés jusqu'à la folie. À l'école, personne ne voit le malaise grandir. Et son sourire poli couvre la tempête. Ses parents, inquiets de la voir plus silencieuse, mettent cela sur le compte du stress scolaire. Après tout, bientôt, il faudra passer des examens plus sérieux pour accéder à un bon collège. La fillette, elle, mûrit en silence une résolution, un plan simple, précis et surtout fatal. Quelques jours avant le drame, elle entre dans une papeterie du centre-ville. Elle prend un cutter au reflet argenté et le glisse entre ses livres. À la maison, personne ne remarque rien. Lorsque le matin du 1er juin arrive, Natsumi insère l'objet dans son cartable. On sait désormais à quoi il a servi.
Bien sûr, pas d'exception pour la mineure. Natsumi est aussitôt embarquée par la police. Place à l'interrogatoire. Assise devant les enquêteurs, la fillette ne baisse jamais les yeux. Pourquoi ? Un temps de silence, juste le bourdonnement du climatiseur. Parce qu'elle s'est moquée, parce qu'elle m'a blessé. Je suis désolé. La jeune fille décrit calmement, sans colère dans la voix, les étapes de son plan. Comment elle a choisi le moment, la salle vide, comment elle a sorti le cutter d'un geste sûr, comment Satomi n'a même pas eu le temps de comprendre. Elle n'a pas crié. Un inspecteur griffonne sur son carnet, s'interrompt, fixe la fillette. Cette dernière ajuste son uniforme, lisse la jupe sur ses genoux, comme si elle s'apprêtait à retourner en classe. Bon, pour ce qui est des aveux, les policiers sont servis. Mais une question subsiste. Le mobile du meurtre paraît trop insignifiant et le crime trop grand pour que ce soit une moquerie qui soit à l'origine de tout ce drame. Quand les psychiatres entrent dans la pièce, l'enfant ne réagit pas. Pas de recul, pas de méfiance. Juste cette immobilité froide et désarmante. Le premier rapport psychiatrique établit très vite un constat troublant. Pas de pathologie mentale évidente. Pas de délire non plus, ni d'altération majeure de la conscience au moment du passage à l'acte. Ce qui n'arrange pas les choses et qui ne fera pas non plus pencher la balance en sa faveur. En revanche, il constate simplement qu'il s'agit d'une jeune fille intelligente, lucide, mais déconnectée émotionnellement. Elle est capable de décrire avec minutie ce qu'elle a fait, sans exprimer de réelle empathie pour la victime. Pas d'empathie, voilà le mot-clé. Et si vous voulez un équivalent plus scientifique, le mot qui revient dans tous les comptes rendus, alexithymie. C'est cette incapacité à reconnaître ses propres émotions, à les nommer, à les apprivoiser. Ce qui fait que sous le vernis d'une élève modèle, existe un vide affectif qui grandissait, bien qu'invisible. Chez notre meurtrière, aucune trace de maltraitance. Ses parents ne sont pas divorcés, elle n'a jamais été violentée, ce qui ne fait que rajouter plus d'incompréhension dans cette affaire. Généralement, ce sont des profils comme ceux-ci qui deviennent assassins, mais pour le cas de Natsumi, c'est l'incompréhension totale. Elle n'est pas différente des autres élèves de son âge, si ce n'est qu'elle manifeste une attente constante de réussite, une pression douce, jamais formulée à voix haute, mais omniprésente. Elle veut juste être parfaite et ne jamais faillir. Or, Satomi, par ses moqueries, avait ébranlé cette image. Elle a aussi renvoyé au grand jour une faille secrète que la fillette s'efforçait de cacher. Alors, plutôt que d'affronter la honte, elle a choisi la solution la plus radicale. Faire taire l'humiliation de façon définitive. Voilà donc le mobile du meurtre. Tout bête, mais hélas très vrai. Mais voilà qu'un dilemme va s'imposer à la justice. Punir ou protéger ? Je vous le rappelle, Natsumi est toujours une enfant. Une criminelle certes, mais une enfant tout de même. La question hante donc les autorités. Que faire d'une meurtrière de 11 ans ? Vous devez le savoir, au Japon, la responsabilité pénale commence à 14 ans. La fillette ne peut pas être traduite devant un tribunal criminel. Elle n'aura donc pas de casier judiciaire et ne sera pas non plus jugée comme une adulte. Le juge de la famille de Nagasaki tranche. Internement dans un centre éducatif spécialisé. La durée initiale est fixée à 2 ans. Elle sera prolongée de 2 années supplémentaires à la suite d'une évaluation psychologique approfondie. Il n'y aura donc aucun procès public pour Natsumi, pas de confrontation entre l'accusé et les proches de Satomi, mais juste des experts, des éducateurs, des psychiatres chargés de réparer ce qui peut l'être. 15 septembre 2004. Malgré son jeune âge, le tribunal pour mineurs au Japon prononce une décision exceptionnelle. La jeune fille, connue sous le nom de fille A, est placée en internement dans un centre de redressement situé dans la préfecture de Tochigi. La gravité du crime justifie, selon les juges, de passer outre la clémence habituellement réservée aux enfants de son âge. Le 29 mai 2008, les autorités annoncent qu'elles ne demanderont pas de prolongation supplémentaire. La jeune fille, désormais adolescente, restera donc internée jusqu'à la fin de la période initialement proroguée. Au fil de son suivi, les spécialistes relèvent plusieurs difficultés. Des troubles dans la communication, des comportements rigides, des centres d'intérêt restreints et obsessionnels. C'est sur la base de ces éléments qu'un diagnostic est posé après le meurtre. Syndrome d'Asperger. Un mot qui, à lui seul, ne peut expliquer l'irréparable, mais qui vient éclairer en partie la complexité de son profil psychologique.
En 2013, presque 10 ans après le drame, la jeune fille est relâchée. Elle sort avec une nouvelle identité qui lui est attribuée, dans une autre ville, loin de Sasebo. Elle a un emploi discret dans une institution dont le nom est tenu secret. Personne ne sait vraiment ce qu'elle est devenue. Et de vous à moi, personne officiellement ne veut le savoir.